Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le résumé complet de Plus belle la vie, encore plus belle, épisode 506. Un épisode lourd, oppressant, où la menace ne se montre jamais frontalement mais où elle est partout. Dans les silences, dans les regards, dans les décisions que l'on retarde, et surtout dans celles que l'on n'ose pas encore prendre. Au commissariat, l'enquête autour de Vadim entre dans une zone dangereuse. Un document anonyme, d'une précision glaçante, circule dans l'ombre. Rien n'y est laissé au hasard. Les liens sont détaillés, les informations personnelles disséquées, jusqu'à des données intimes qui ne devraient jamais se retrouver entre de mauvaises mains. Pour Boé, il n'y a plus de doute possible, quelqu'un en sait beaucoup trop, et chaque minute perdue rapproche le danger. Il faut agir, maintenant. Mais Patrick s'y oppose fermement. Non pas par faiblesse, mais par stratégie. Il refuse de provoquer un faux pas, refuse surtout que Noémie comprenne qu'elle est observée. Car au moindre soupçon, tout pourrait s'effondrer. Et derrière cette prudence professionnelle se cache aussi une fragilité plus intime. Patrick tente de préserver un équilibre précaire avec son fils, un lien qui commence à peine à se réparer. Entre son rôle de policier et celui de père, le choix devient douloureux. L'enquête avance, mais au ralenti. Et cette lenteur pourrait coûter cher. Pendant ce temps, un détail fait basculer la nature même de l'agression. Les portefeuilles de Vadim et Noémie sont retrouvés intacts. L'argent est là. Les papiers aussi. Mais les objets essentiels ont disparu, un enregistreur, un ordinateur. Ce n'est plus un simple vol. C'est une attaque ciblée. Quelqu'un cherchait des informations. Quelqu'un savait exactement quoi prendre. Et très vite, un nom émerge, ravivant les tensions et les soupçons. Alors que la pression monte au commissariat, ailleurs, d'autres fractures se révèlent. À la maison, Ariane affronte ses premières contractions. Rien d'alarmant, en apparence. Pourtant, l'inquiétude est bien là. Zoé veille sur sa mère, attentive, protectrice, mais derrière cette tendresse se cache une colère qu'elle n'arrive plus à contenir. L'amour est immense, sincère, mais il cohabite avec une peur sourde, celle de ne plus être à sa place, celle d'être mise à l'écart dans une famille qui se reconstruit sans elle. Des mots sont dits. Des blessures anciennes refont surface. Et rien ne sera plus tout à fait comme avant. Au même moment, le contraste est saisissant au commissariat. Tandis que certains avancent dans l'ombre, surveillés sans le savoir, d'autres sont mis à l'honneur. Un discours officiel. Une médaille. Des applaudissements. Une reconnaissance méritée, mais qui résonne étrangement dans un climat aussi tendu. Car pendant que l'on célèbre le courage, l'enquête, elle, continue de se refermer silencieusement autour de ses protagonistes. Et puis, la tension éclate enfin. Une confrontation brutale, imprévue. Noémie perd le contrôle. Les accusations fusent. Un geste de trop. Les masques tombent. Et une scène en apparence anodine pourrait bien devenir la clé de toute cette intrigue. Car parfois, ce n'est pas dans les grandes révélations que la vérité se cache mais dans un détail aperçu trop tard, dans un geste volé, dans un objet dissimulé à la hâte. Cet épisode 506 ne donne pas encore toutes les réponses. Mais il pose les bases d'un basculement. Un épisode où la peur guide certaines décisions. Un épisode où la prudence affronte l'urgence. Un épisode où les liens familiaux, comme les certitudes policières, sont mis à rude épreuve. La vérité avance lentement. Elle se rapproche. Et quand elle frappera, personne ne sera prêt. Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, la tension monte au commissariat autour de l'affaire Vadim, et les positions de Patrick et Boé s'opposent de plus en plus clairement. Boé est convaincu qu'il faut agir sans attendre. Pour lui, l'évidence s'impose, Noémie doit être interrogée. Les éléments découverts sont trop précis, trop troublants pour être ignorés. Le document que Patrick a reçu est particulièrement inquiétant. Il ne se contente pas d'évoquer des liens vagues ou indirects avec Vadim. Il dresse un portrait extrêmement détaillé, allant jusqu'à mentionner des informations personnelles et sensibles comme le groupe sanguin. Pour Boé, ce niveau de précision ne peut pas être anodin. Il y voit le signe qu'une personne très bien informée gravite autour de l'enquête, et cela renforce son sentiment d'urgence.
Mais Patrick, lui, refuse catégoriquement d'aller dans ce sens. Il redoute par-dessus tout qu'un interrogatoire prématuré de Noémie n'éveille ses soupçons. Il sait qu'au moindre faux pas, elle pourrait comprendre qu'elle est observée, que quelque chose se trame autour d'elle. Or Patrick est persuadé que, pour l'instant, la discrétion est leur meilleur allié. Il ne veut surtout pas que Noémie se doute qu'une enquête parallèle est en cours concernant Vadim. Cette décision est aussi profondément personnelle. Patrick traverse une période délicate avec son fils, et il sent qu'un fragile rapprochement est en train de s'opérer entre eux. Il ne veut pas risquer de briser cet équilibre naissant en créant une nouvelle source de tension ou de méfiance. À ses yeux, protéger cette relation est aussi important que de faire avancer l'enquête, même si cela implique de ralentir le rythme et de prendre des risques calculés. Boé, de son côté, ne cache pas son exaspération. Il comprend les réticences de Patrick, mais il les juge dangereuses. Pour lui, chaque minute perdue peut avoir des conséquences graves. Sa peur est avant tout celle d'un père. Il pense à sa fille, à ce qui pourrait arriver si la situation dégénérait faute d'avoir agi à temps. Cette inquiétude le pousse à vouloir aller vite, quitte à bousculer les précautions habituelles. Entre prudence et urgence, entre stratégie policière et enjeux familiaux, le fossé se creuse. Patrick choisit le silence et la discrétion, convaincu qu'il faut avancer dans l'ombre. Boé, lui, plaide pour une action immédiate, guidé par l'angoisse et la nécessité de protéger les siens. Cette divergence annonce un conflit latent, où chaque décision pourrait avoir des répercussions lourdes, tant sur l'enquête que sur les équilibres personnels de chacun. La scène suivante s'enchaîne sans rupture, prolongeant la tension qui s'installe autour de l'agression. Morgan retrouve Vadim et Noémie pour leur restituer leur portefeuille. À première vue, tout est en ordre. L'argent est là, les papiers aussi. Rien ne semble avoir été touché. Pourtant, l'essentiel manque. L'enregistreur de Vadim a disparu, tout comme l'ordinateur de Noémie. Ce détail change immédiatement la nature de l'affaire. Il ne s'agit plus d'un simple vol opportuniste, mais d'un acte ciblé. Morgan pose alors la question qui dérange. Est-ce que quelqu'un pourrait leur en vouloir au point de chercher à récupérer des informations précises? Vadim réfléchit quelques secondes avant de citer un nom, Théo. Pour lui, l'hypothèse n'est pas absurde. Mais Noémie balaie aussitôt cette piste. Selon elle, Théo n'a ni l'audace ni la détermination nécessaires. Elle le décrit comme quelqu'un de lâche, incapable d'organiser une agression de ce type ou de prendre un tel risque. Morgan, pragmatique, ne se contente pas de ces impressions. Même si la piste semble fragile, elle annonce qu'elle va quand même interroger Théo. Dans une enquête, aucun détail ne doit être négligé, et chaque nom mérite d'être vérifié, surtout quand des données sensibles sont en jeu. Pendant ce temps, ailleurs, une autre inquiétude prend forme. Martin confie à Lucie qu'il est particulièrement tendu. Il doit se rendre au commissariat et cette convocation l'angoisse. Il a le sentiment confus que quelque chose pourrait lui retomber dessus, comme si une faute passée ou un détail oublié allait soudain refaire surface. Lucie, plus sereine, tente de le rassurer. À ses yeux, il n'y a rien d'alarmant. Elle est convaincue qu'il ne s'agit que d'une simple formalité, d'un passage obligé sans conséquences réelles. Mais le contraste est frappant. Là où Lucie voit une démarche banale, Martin ressent un poids grandissant. Et tandis que l'enquête autour de Vadim et Noémie se resserre, ce malaise diffus laisse planer l'idée que plusieurs destins pourraient bientôt se retrouver liés par des révélations inattendues. La scène suivante glisse vers une atmosphère plus intime, chargée d'émotions contenues. À la maison, Boé s'affaire autour d'Ariane. Elle a préparé une bouillotte qu'elle pose délicatement contre le ventre de sa mère, attentive aux moindres signes de douleur. Son geste est tendre, presque instinctif. Malgré son jeune âge, Bo éveille, protège, rassure. Ariane, allongée, ferme les yeux et se concentre sur sa respiration apaisante. Elle inspire lentement, expire profondément, répétant les conseils qu'on lui a donnés. Les contractions sont présentes, mais elle le sait, elles sont normales à ce stade de la grossesse. Rien d'alarmant, du moins pour l'instant. Zoé l'observe en silence, puis finit par parler. Sa voix tremble légèrement quand elle dit à Ariane qu'elle l'aime plus que tout.
Ces mots sortent comme une évidence, mais ils ne suffisent pas à apaiser ce qui la ronge. Elle l'avoue sans détour, la colère est toujours là. Une colère sourde, tenace, qu'elle n'arrive pas à faire disparaître, malgré l'amour immense qu'elle porte à sa mère. Ariane l'écoute sans l'interrompre, consciente que cette colère ne vise pas seulement la situation, mais tout ce qu'elle a bouleversé dans leur équilibre. Zoé poursuit, plus honnête encore. Au fond, elle reconnaît qu'elle est contente pour elle. Contente qu'Ariane ait retrouvé le bonheur, qu'elle construise quelque chose avec Jawad. Cette joie-là est réelle, sincère, mais elle cohabite avec une peur diffuse, celle de perdre sa place, de ne plus être au centre de la vie de sa mère. La pièce est silencieuse, presque suspendue. Entre la chaleur de la bouillotte, la respiration maîtrisée d'Ariane et les mots difficiles de Zoé, se dessine une relation complexe, faite d'amour profond, de blessures non refermées et d'émotions contradictoires. Rien n'est réglé, mais quelque chose s'ouvre. Un espace de vérité, fragile, où mère et fille tentent, chacune à leur manière, de trouver leur place dans ce nouveau chapitre de leur histoire. La scène suivante prolonge cet échange fragile, en l'emmenant vers une vérité encore plus douloureuse. Ariane remercie doucement Zoé pour ce qu'elle fait pour elle, pour cette attention constante, pour cette présence qui ne faiblit pas malgré les tensions. Elle lui dit que personne ne traverse la vie sans blessure. Chacun porte les siennes, visibles ou enfouies, et aucune ne disparaît vraiment. Ariane avoue qu'elle aimerait parfois pouvoir effacer le passé, gommer les erreurs, les manques, les choix qui ont laissé des traces. Mais elle sait que ce n'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre à vivre avec, et essayer de ne pas laisser ces blessures définir l'avenir. Le moment est interrompu par le téléphone de Zoé. Mathilde lui a envoyé une avalanche de messages. Elle insiste, elle veut la voir, elle a besoin de lui parler. Zoé explique qu'elle doit partir la rejoindre. Sofiane est partie, et Mathilde se retrouve seule pour gérer beaucoup de choses. Elle aimerait d'ailleurs que Zoé postule pour devenir déléguée syndicale. Une proposition qui tombe à plat. Zoé n'a aucune envie de s'engager dans ce rôle. Ce n'est pas son univers, pas son tempérament. Elle n'a ni l'énergie ni la motivation pour se lancer dans ce combat-là. Un peu plus tard, Jawad prend Zoé à part. Il la regarde avec attention, sans jugement, et lui confie qu'il s'inquiète pour elle. Il sent sa colère, il la perçoit dans ses silences, dans ses réactions. Il lui dit qu'il la comprend profondément, parce que lui aussi, il l'a vécu, cette rage intérieure qui ne trouve pas d'issue. Il sait à quel point elle peut ronger, enfermer, empêcher d'avancer. Jawad est convaincu qu'il peut l'aider à s'en débarrasser, ou au moins à l'apprivoiser. Zoé le remercie pour sa bienveillance, touchée par ses mots. Mais malgré cette main tendue, elle laisse échapper ce qu'elle porte au fond d'elle depuis trop longtemps. Sa voix est calme, mais la phrase est lourde de sens. Elle dit qu'elle aura toujours ce sentiment d'être la pièce rapportée. Celle qui arrive après, celle qui doit s'adapter, celle qui ne sera jamais totalement à sa place. Ces mots résonnent comme une confession intime. Ils révèlent une blessure plus ancienne que la colère elle-même, une impression d'exclusion qui ne l'a jamais quittée. Jawad comprend alors que, derrière la colère de Zoé, se cache surtout une solitude profonde, et la peur de ne jamais appartenir pleinement à cette famille qui se reconstruit sans elle. La scène suivante ramène l'intrigue au commissariat, là où les doutes prennent une forme plus concrète. Patrick convoque Morgane pour avoir son ressenti sur Noémie. Il ne pose pas la question au hasard. Il cherche à confronter son intuition à un regard plus neutre, plus professionnel. Morgane reste prudente. Elle ne pointe rien de précis, mais reconnaît que certains éléments autour de Noémie sont troublants, sans pour autant suffire à établir quoi que ce soit de solide. Cette réponse, loin de rassurer Patrick, confirme surtout que le malaise n'est pas uniquement le sien. Il décide alors d'aller plus loin et montre à Morgane le mail anonyme qu'il a reçu. Le ton du message, son contenu, la précision des informations, tout respire la menace déguisée. Morgane comprend immédiatement la gravité de la situation. Le problème, c'est que la pointe n'a rien pu en tirer. Impossible de remonter jusqu'à l'expéditeur. Aucune trace exploitable, aucun indice technique. Le message a été envoyé avec suffisamment de précaution pour rester totalement anonyme. Face à cette impasse, Patrick change de stratégie.
Il décide de creuser la piste Théo. Cet étudiant en criminologie revient trop souvent dans les discussions pour être ignoré. Son profil, son intérêt pour le crime, son éventuelle proximité avec certaines informations sensibles. Patrick veut comprendre qui il est réellement. Il lance donc des recherches plus approfondies sur lui, convaincu que c'est peut-être là que se cache un premier fil à tirer. Pendant ce temps, loin de la tension du commissariat, Blanche partage un moment plus léger avec Luna. Elle lui montre la photo qu'elle envisage d'envoyer au concours. L'image est soigneusement choisie, réfléchie, chargée de sens. Blanche hésite encore, cherche une validation, un regard extérieur. Luna observe la photo avec attention, consciente de ce que cette participation représente pour Blanche, bien au-delà d'un simple concours. Puis le récit revient brutalement à la réalité policière. Martin arrive au commissariat, visiblement tendu mais déterminé. Avant même qu'il n'ait le temps de s'expliquer ou de s'installer, Patrick prend la parole. Contre toute attente, il prononce un discours pour féliciter le petit-fils de Luna. Les mots sont officiels, bienveillants, presque solennels. Un moment de reconnaissance qui tranche avec la nervosité ambiante. Mais derrière ce geste apparemment simple, le contraste est frappant. Tandis que certains sont mis à l'honneur, d'autres avancent dans l'ombre, surveillés, soupçonnés, sans le savoir. Et pendant que le commissariat applaudit, l'enquête continue de se refermer lentement autour de ses protagonistes, prête à faire tomber les masques au moment le plus inattendu. La scène suivante s'inscrit dans un moment solennel, presque suspendu, au cœur du commissariat du Mistral. Une cérémonie est organisée pour honorer Martin. Le commissariat lui remet une médaille d'honneur, saluant officiellement son courage et son dévouement. L'atmosphère est empreinte de respect et d'émotion. Luna filme la scène, attentive à chaque geste, à chaque regard. Elle veut garder une trace de cet instant, consciente de ce qu'il représente pour lui. Martin, visiblement ému, a du mal à masquer ce que cette reconnaissance lui fait ressentir. Ce n'est pas seulement une médaille, c'est une validation, une preuve que son engagement n'a pas été vain. Autour de lui, Idriss et Stanislas sont présents, solidaires, témoins discrets de ce moment fort. Leurs regards en disent long. Ils savent ce que Martin a traversé, les doutes, la pression, les risques. Cette reconnaissance vient réparer, au moins en partie, ce que les épreuves ont abîmé. Un peu à l'écart, une fois la cérémonie terminée, Luna remercie Idriss. Elle lui avoue que cette médaille n'est pas arrivée par hasard. C'est lui qui a soufflé l'idée à Nebou, insistant sur le fait que Martin méritait ce geste. Idriss minimise, mais Luna sait que sans lui, rien de tout cela n'aurait eu lieu. La conversation glisse alors vers quelque chose de plus personnel. Luna confie à Idriss que, malgré les difficultés, les choses avancent avec Martin. Lentement, prudemment, mais elles avancent. Idriss, avec sa franchise habituelle, lui propose d'aller boire un verre. Une façon simple de prolonger le moment, de décompresser. Luna refuse avec douceur. Elle a déjà prévu quelque chose avec Martin. Une évidence, presque naturelle. Elle ajoute, plus sérieuse, qu'elle croit en eux. Elle pense qu'ils peuvent y arriver tous les deux, même si cela prend du temps, même si le chemin est encore semé d'hésitation et de fragilité. Rien n'est simple, mais rien n'est définitivement perdu non plus. La question reste en suspens, presque murmurée par la scène elle-même. Luna et Martin, est-ce vraiment la fin de leur couple ? À voir leur regard, leur silence, et cette volonté de continuer malgré tout, tout laisse penser que non. Ce n'est peut-être pas une fin, mais une reconstruction lente, incertaine, portée par l'espoir discret que certaines histoires méritent qu'on se batte pour elles. La scène suivante bascule dans une tension brutale, presque à découvert. Noémie débarque au pavillon des fleurs sans prévenir. Son visage est fermé, déterminé. Elle va droit vers Théo et ne prend même pas la peine de tourner autour du sujet. Elle lui ordonne de lui rendre son ordinateur. Le ton est sec, accusateur. Très vite, la discussion dégénère. Noémie hausse la voix, menace Théo, l'accuse à demi-mot. La colère qu'elle retenait jusque-là explose. Elle l'attrape par le poignet, le geste est vif, incontrôlé, comme si elle refusait qu'il lui échappe une seconde de plus. Blanche intervient immédiatement.
Elle s'interpose entre eux avant que la situation ne devienne irréversible. Elle calme Noémie, la force à lâcher prise, tandis que Théo recule, visiblement déstabilisé. Officiellement, il nie tout. Il se défend maladroitement, mais quelque chose cloche. Son attitude n'est pas celle de quelqu'un totalement innocent. Il évite les regards, parle trop vite, se contredit. Blanche observe, attentive. Un détail attire son attention. Dans le sac de Théo, elle croit apercevoir quelque chose. Rien de très clair, mais suffisamment pour éveiller un soupçon. Une intuition, presque viscérale. Elle ne dit rien sur le moment, mais sa décision est déjà prise. Lorsque Théo quitte précipitamment le pavillon des fleurs, Blanche le suit à distance. Elle se fond dans la rue, discrète, prudente. Elle le voit s'arrêter devant des casiers. Il regarde autour de lui, vérifie qu'il n'est pas observé, puis sort un objet de son sac. Blanche retient son souffle. Elle le voit déposer quelque chose à l'intérieur d'un casier avant de refermer rapidement. À cet instant, le doute n'est plus permis. Et si c'était l'ordinateur de Noémie? Cette possibilité fait monter la tension d'un cran. Blanche comprend qu'elle vient peut-être d'assister à une scène clé, un geste qui pourrait tout faire basculer. Désormais, la question n'est plus de savoir si Théo cache quelque chose, mais jusqu'où il est prêt à aller pour dissimuler la vérité. Et c'est ainsi que se referme cet épisode 506 de Plus belle la vie, encore plus belle. Un épisode sans explosion immédiate, sans révélation fracassante, mais un épisode où tout se fissure lentement, dangereusement. Au commissariat, rien n'est encore tranché. Les certitudes vacillent, les stratégies s'opposent, et derrière chaque décision se cache une peur intime. Celle de perdre le contrôle, celle de mettre un proche en danger, celle de se tromper au mauvais moment. Patrick avance dans l'ombre, convaincu que le silence protège. Boé, lui, redoute que ce silence ne devienne complice. Deux visions irréconciliables, qui annoncent inévitablement un choc à venir. Autour de Noémie, le cercle se resserre. Les objets volés, les réactions incontrôlées, les gestes trop brusques, les regards fuyants, tout laisse penser que la vérité n'est plus très loin. Mais comme souvent, elle se cache là où on ne la regarde pas encore. Dans un détail. Dans un objet dissimulé. Dans une scène que l'on croit anodine, jusqu'au moment où il est trop tard. Sur le plan intime, les failles sont tout aussi profondes. Chez Ariane et Zoé, les mots ont commencé à sortir. Des mots difficiles, longtemps retenus. L'amour est là, indiscutable, mais il ne suffit plus à faire taire les blessures. La peur de perdre sa place, la colère enfouie, le sentiment d'être en trop, autant de fractures qui demandent du temps, du courage, et peut-être des renoncements. Et pendant que certains doutent, d'autres sont mis en lumière. Une médaille, des applaudissements, une reconnaissance officielle. Mais cette mise à l'honneur contraste cruellement avec l'ombre qui s'étend sur l'enquête. Car la justice avance rarement en ligne droite. Elle oscille entre ce que l'on montre et ce que l'on tait. Rien n'est encore résolu. Mais tout est désormais en place. Les prochains épisodes promettent des révélations, des choix impossibles, et des vérités qui risquent de laisser des traces durables, autant dans les familles que dans les consciences. Si cet épisode vous a marqué, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Selon vous, qui cache vraiment quelque chose? Et jusqu'où chacun est-il prêt à aller pour protéger ceux qu'il aime? On se retrouve très vite pour la suite de Plus belle la vie, encore plus belle. Car au Mistral, quand le silence s'installe, c'est souvent juste avant la tempête.